Accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix de septembre 2018 au Soudan du Sud. L'opposant Lam Akol, critique d'une longue date du président Salva Kiir, est rentré jeudi à Djouba dans ce cadre. Accord de Khartoum paraphé et signé pour une sorte de crise en Centrafrique. Une ONG nationale a demandé jeudi aux autorités de porter le test à la connaissance du peuple. Au Bénin, les avocats de l'opposant Sébastien Adjavon ont dénoncé jeudi l'obstruction de la justice béninoise dans le dossier de trafic de cocaïne. C'était à la faveur d'une conférence de presse dont vous aurez la substance. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Accord de Khartoum paraphé et signé pour une sortie de crise en République centrafricaine. Une ONG nationale a demandé jeudi aux autorités de porter le test à la connaissance du peuple. On fait le point à travers cet élément. Le deal a été conclu samedi, paraphé mardi à Khartoum et signé mercredi à Bangui sans que son contenu ne soit dévoilé. Cet état de choses suscite interrogations et doutes. Le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine a demandé dans un communiqué au gouvernement de porter à la connaissance du peuple les clauses de l'accord afin que ce dernier soit rassuré de ce que ses préoccupations sont prises en compte. Dans le cas contraire, le GTSC appelle le peuple centrafricain à descendre massivement dans la rue pour exiger de l'élite dirigeante la publication de l'accord. Le ministre centrafricain de la Communication a avancé que les négociations de Khartoum n'ayant pas été secrètes, l'accord ne peut donc pas être secret. Seulement, il n'est pas encore rendu public pour des questions de formalité de principe. L'autorité a affirmé qu'il reste en effet quelques signatures qui seront apposées à Addis Abeba pendant le sommet de l'Union africaine prévu les 10 et 11 février. Cet accord, le 8e depuis le début de la crise centrafricaine en 2013, devrait permettre une cessation de toute violence contre les civils, selon le président Faustin Archange Touadéra. La grande inconnue reste la façon dont y est abordée la question de l'amnistie pour les nombreux auteurs de crimes et de violences commis depuis des années en Centrafrique. Accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix de septembre 2018 au Soudan du Sud. L'opposant Lam Akol, critique de longue date du président Salva Kiir, est rentré jeudi à Djouba dans ce cadre. Ancien ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire au Soudan du Sud, Lam Akol avait fui Djouba en août 2016 suite à des combats meurtriers dans la capitale entre troupes gouvernementales et rebelles. Ces combats avaient coïncidé avec le 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays et signé l'échec de l'accord de paix signé en août 2015 pour mettre fin à la guerre civile. Lam Akol est l'un des signataires de l'accord de paix de septembre 2018 et a expliqué être rentré à Djouba pour aider à accélérer sa mise en application. L'homme affirme être revenu pour lancer au peuple un message essentiel et primordial, disant que les dirigeants sont en place et prêts à faire avancer le processus de paix. L'émissaire de l'ONU au Soudan du Sud avait assuré la semaine dernière que le principal dirigeant rebelle, Riek Machar, reviendrait en mai dans la capitale pour y devenir l'un des 5 vice-présidents du pays, conformément à l'accord de paix. Le conflit au Soudan du Sud a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais à quitter leur foyer. Éventuelle violation grave des droits de l'homme dans les régions anglophones du Cameroun. Une quinzaine d'ONG de défense des droits de l'homme ont demandé jeudi à l'ONU d'ouvrir une enquête à cette fin. Les régions anglophones du Cameroun sont depuis 2016 secouées par un conflit armé. Des organisations de défense des droits humains sont montées au créneau. Dans une lettre adressée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, elles ont expliqué que le gouvernement camerounais mène une campagne militaire systématique et impitoyable contre les anglophones des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Elles ont ajouté qu'une enquête impartiale et rigoureuse est nécessaire, soulignant qu'une mission de l'ONU aurait pour effet immédiat de réduire les violences et de sauver des vies. Selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées par ce conflit et plus de 32 000 autres ont fui au Nigeria voisin.
Les habitants de cette zone riche en pétrole dénoncent leur marginalisation par le pouvoir francophone de Yaoundé. Les responsables de la contestation, qui a éclaté fin 2016, demandent en majorité un retour au fédéralisme et pour une minorité, l'indépendance et la proclamation d'un nouvel État, l'Amazonie. Après un an de protestation, des séparatistes anglophones ont pris les armes fin 2017 contre Yaoundé et depuis, les combats sont quasi quotidiens dans la région. Au Bénin, les avocats de l'opposant et riche homme d'affaires Sébastien Germain Ajanvon, accusé de trafic de cocaïne, ont dénoncé jeudi l'obstruction de la justice béninoise dans le dossier. C'était à la faveur d'une conférence de presse avec, au menu, le pourvoi en cassation et la décision de la Cour africaine des droits de l'homme relativement aux 10 dossiers. Plus de précisions à travers cet extrait. Dans cette affaire, au jour d'aujourd'hui, l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la position de l'État, c'est qu'il ne saurait l'exécuter en l'État. Ce qui est totalement contraire aux accords que nous avons pris, aux traités que nous avons ratifiés. Et on l'a dit, le Bénin fait partie des rares pays à avoir souscrit à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait ça, la décision de la Cour, c'est comme une décision d'une juridiction intérieure, mais qui est au sommet de toutes les juridictions intérieures. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des équatures pour exécuter cette décision-là. Donc rien ne peut justifier qu'on ne l'exécute pas. Le second volet, le pouvoir a été fait de façon schématique le 19 octobre 2018. La loi, l'article 50, on vous l'a lu, donne 1 mois pour que le dossier soit transmis. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Il a joint à cette correspondance la lettre par laquelle il a transmis le dossier au procureur spécial avec la preuve, la décharge du courrier de son cabinet. Donc, c'est clair que le dossier a atterri entre les mains du parquet spécial le 22 novembre 2018. Ce qui est déjà même hors délai. Mais il se trouve que 2 mois et demi après, ce dossier n'a pas bougé. Les avocats de la défense, sans désemparer, se réservent le droit de faire engager dès lundi 11 février 2019 des poursuites répressives appropriées à l'encontre de M. Gilberto Bonon, ex-qualité procureur spécial près la Criette. Toujours au Bénin, la justice a condamné ce jeudi à 10 ans de prison ferme les principaux responsables de la gigantesque escroquerie de l'affaire dite ICC Service. Baptisée l'affaire Madoff béninoise, c'est le plus gros scandale financier du pays et qui a touché plus de 150 000 personnes. Le verdict est tombé dans la nuit après 11 heures de délibération devant un tribunal spécial, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à Porto Novo, la capitale du Bénin. Images et son. Le PDG d'ICC Service, Guy Aplogan, son directeur général Ludovic Dou, ainsi que 2 de leurs collaborateurs, Émile Tegbenou et Clément Sounou, sont condamnés à 10 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 12 millions de francs CFA chacun, a déclaré le président de la Criette, Cyriaque Dossa. Un aboutissement qui satisfait visiblement les avocats. Une personne qui fait 8 ans, 6 mois en détention et que vous arrivez à extirper des géoles, il faut en être fier. Mais à côté de ça, il y a les autres accusés qui n'ont pas pu recouvrer leur liberté. La joie aurait été totale si tous pouvaient rentrer au terme de leur temps de condamnation. Mais la grande satisfaction, c'est que le procès ait eu lieu. C'est que toutes les personnes qui ont déposé de l'argent à ICC Service et qui n'ont pas entendu leur nom ne devraient pas s'inquiéter outre mesure. Le processus va se poursuivre. Il y aura des suites à la décision de ce jour, en tout cas en ce qui concerne les intéressés. Ils ont été reconnus coupables d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance dans ce procès. La justice n'a toutefois pas retenu contre eux l'association de malfaiteurs qui aurait pu entraîner une peine plus lourde encore.
Ils ont déjà passé plus de 8 ans en détention. La Cour a par ailleurs ordonné le dédommagement des victimes à hauteur de 827 millions de francs CFA, en partie issus de la vente de meubles et biens des responsables d'ICC Services. Des milliers d'artisans, commerçants ou encore magistrats ont perdu toutes leurs économies dans cette affaire, certains ayant même emprunté de l'argent à des usuriers ou contracté des prêts bancaires pour pouvoir investir. ICC Services promettait des rendements mirobolants à ses clients jusqu'à 150 voire 200% par trimestre avec remboursement du capital au bout d'un an. La Commission électorale nationale autonome a décidé que le dossier de candidature pour le compte des prochaines élections législatives, là nous sommes toujours au Bénin, doit comporter en plus des pièces requises un certificat de conformité aux dispositions de la loi portant charte des partis politiques. Le dépôt des dossiers étant prévu du 21 au 26 février, la période d'obtention du certificat de conformité est raccourcie. Les explications avec la vice-présidente de la Sénat. Pourquoi est-ce qu'on a dû en arriver là? C'est tout simple. La loi portant charte des partis politiques dispose que les partis politiques dûment enregistrés ont jusqu'au 16 mars 2019 à minuit pour se mettre en conformité avec la charte. Or, le calendrier publié par la Sénat, conformément au code électoral, prescrit que les partis politiques devraient déposer leur dossier de déclaration du 21 au 26 février 2018. Du coup, il y a un problème, c'est-à-dire que les partis politiques censés se mettre en conformité jusqu'au 16 mars 2019 ont encore un délai pour se faire, alors que nous, déjà, le 26 février, on aura clôturé la réception des dossiers de candidature. Donc la Cour a été saisie, comme je le disais tantôt, par des citoyens et elle a tranché dans ce sens-là, en disant notamment que les partis politiques dûment enregistrés pour déposer leur dossier de candidature doivent pouvoir se mettre en conformité avec la charte à la date de dépôt de candidature. Et la preuve justement de cette mise en conformité est ce qu'elle a appelé notamment le certificat de conformité, ce qui explique que pour informer rapidement qui de droit, afin qu'il ne soit pas surpris justement par cette décision-là, nous avons jugé utile de mettre à la portée de tout le monde ce communiqué qui précise qu'en plus des pièces prescrites par la loi, il faudra y adjoindre un certificat de conformité. Au Brésil, au moins 5 personnes ont été tuées à la suite de pluies torrentielles et de vents violents qui se sont abattus sur Rio de Janeiro. Des employés municipaux tentent de dégager les nombreux arbres déracinés dans les rues. Plusieurs quartiers de Rio de Janeiro ont été inondés avec des pertes en vies humaines. À la base de ce drame, des pluies torrentielles et des vents violents. Le bilan de 5 morts pourrait s'alourdir, les employés municipaux n'ayant pas fini de dégager les débris. L'état de crise a été décrété avec le niveau d'alerte le plus élevé, ainsi qu'un deuil officiel de 3 jours dans cette ville de 6 millions d'habitants. Plus de 60 arbres ont été déracinés. Le sol est gorgé d'eau et il est redouté d'autres chutes d'arbres ou de glissements de terrain. À Rochinha, 153 200 mm d'eau sont tombés en 4 heures, près de la moitié des précipitations attendues normalement pour le mois de février. Dans le quartier touristique de Copacabana, le vent a soufflé à plus de 110 km/h et de nombreux véhicules ont été écrasés par des arbres déracinés. Un autre glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une partie d'une piste cyclable située sur une corniche du littoral et construite à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio 2016. Rio vient de vivre le mois de janvier le plus chaud depuis 1922, date des premiers relevés de chaleur avec une température moyenne de 37,4 degrés Celsius. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA.